m'appelle Elsa Guillaume, je suis artiste plasticienne. Mon atelier il est basé à Bruxelles et après j'ai la chance, à travers des résidences et des voyages, d'être assez itinérante aussi. J'ai toujours adoré faire des carnets, j'ai toujours adoré voyager en solo pour me concentrer justement à cet objet du carnet qui n'était pas du tout dédié à venir capter des choses pour ensuite produire derrière. Mais quand on porte son attention, on porte du temps à des choses qui nous environnent et de surcroît des choses nouvelles, ça imprègne et ça laisse une trace. Ça n'a rien de systématique. C'est un temps d'observation qui est indispensable et je ne me vois pas aujourd'hui avoir qu'une pratique uniquement d'atelier. Alors c'est pas quelque chose de révolutionnaire dans le sens où il y a toujours eu des artistes qui sont allés sur le terrain s'inspirer et qui ont relaté comme ça à travers leur production le monde qui les entoure. Il y a quelque chose d'une nécessité en tout cas. C'est pas un processus magique complètement inconscient, hein. C'est quelque chose qui quand même demande un effort, une régularité. Mais il y a une sorte de beauté aussi dans le fait de passer autant de temps à dessiner, à marquer pour son usage personnel et que ce ne soit pas un objet qui va être commercialisable, forcément partageable. C'est vraiment comme un exercice d'écriture, mais c'est ma manière d'écrire tout simplement, de prendre note. Le fait de passer 3 heures au même endroit pour faire un dessin, ça change complètement le rapport au temps, le rapport aux détails et assumer complètement une subjectivité qu'on a en tant que regardeur. C'est vraiment une nourriture. Ça a un impact énorme sur comment je travaille ensuite à l'atelier. C'est un bon prétexte pour pouvoir aussi s'extraire de l'atelier et aller s'influencer autrement que par la magie d'Internet qui nous donne une fenêtre sur l'extérieur. Tout ne s'opère pas complètement dans ces carnets qui sont souvent, on me fait remarquer, très aboutis. La céramique, c'est vraiment mon médium de prédilection que j'ai découvert lors de mes études aux Beaux-Arts, alors que je faisais que du dessin. C'était cette capacité à pouvoir donner vie, à pouvoir faire naître la forme qu'on veut de manière très naturelle, très intuitive, un peu comme le dessin, presque avec peu de choses. Sauf que la réalité, c'est qu'un atelier de céramique, c'est beaucoup plus contraignant qu'un crayon et un carnet. Et le plaisir dont on a typiquement ces pièces-là, évidemment, je les ai dessinées. Et le moment où on passe à la 3 dimensions, moi-même, je suis surprise de ce que ça va rendre physiquement, de finalement le volume que ça prend. Il y a toujours un décalage et une surprise de passer de la 2D à la 3D qui procure pas mal de joie. Quand un projet est proposé, qu'on est au tout début à la genèse, j'ai souvent l'impression d'avoir une sorte de nébuleuse ou des petites météorites comme ça qui se baladent et qui vont s'agglomérer au fur et à mesure. Et ça va correspondre autant à des inspirations, des sujets qui me parlent, que j'ai envie de m'approprier, des contraintes aussi de temps. C'est un moment très grisant, toutes ces choses qui vont à un moment réussir à se réunir, à faire sens, pour être ensuite données à voir, à partager. Donc il y a une sorte de gymnastique de la contrainte. L'exposition, c'est un peu ça pour moi aussi, c'est l'occasion de partager un univers. Le temps de l'exposition permet de s'amuser à recréer une cosmogonie et j'aime bien trouver une cohérence, avoir développé un récit. À la patinoire royale, je me suis vraiment amusée à l'exercice d'une fausse archéologie avec tous les archétypes qu'on peut retrouver dans un musée, que ce soit autant la sépulture, le costume, il y avait ces vigies, ces cartographies, ces outils, enfin tous ces objets qui moi me fascinent et que je trouve tellement riche et aussi ça renvoie à nous la spéculation qu'on fait de ces civilisations dont on a peu de traces. Et c'est vrai que la céramique pour ça c'est aussi une matière en tout cas qui tient bien dans le temps et qu'on retrouve partout dans le monde et qui se conserve très très bien tant dans les eaux qu'enfouie dans la terre. Contrairement au bois, au papier. J'adore écouter des podcasts d'archéologie aussi et entendre ces archéologues à l'image aussi des scientifiques qui vont faire de la spéculation, de compréhension et toujours savoir que ça peut évoluer, en tout cas, qu'ils ne vont jamais être dans quelque chose de fermé parce qu'ils savent que ça évoluera en fonction des prochaines découvertes. Je trouve ça beau parce que c'est tourné vers l'autre, vers la compréhension du monde. Le sujet de la mer, des océans, à aucun moment je considère ça comme mon seul et unique centre d'intérêt. Mais c'est plutôt globalement une manière dont nous, les humains, on habite, on occupe, on exploite ces territoires difficilement accessibles souvent. Et la mer, en fait, c'est un territoire tellement immense et inconnu
que voilà, à travers cette pelote que je tire, je découvre toujours des nouvelles facettes qui m'attirent et qui, à mon sens, valent le coup d'être creusées et de dédier des expos ou des projets. Typiquement, l'année dernière, j'ai eu la chance de partir avec la Villa Albertine sur un nouveau programme de résidence à bord d'un porte-container. Il y a déjà eu une expo un peu retour de cette résidence, mais en vrai, c'est encore hyper frais. Et quelque part, je n'ai même pas commencé de traiter les carnets. Et je pense que cette expérience va m'accompagner assez longtemps, parce que c'est tellement à l'opposé de mon monde au quotidien. Et il y a tellement de choses à dire, en fait, sur ces gens qui embarquent, sur ce monde. De transmettre cette carcasse de métal immense avec toute cette petite civilisation en autarcie au milieu de l'océan Pacifique, sous forme de Bernard l'Ermite, une civilisation de Bernard l'Ermite. Et de m'amuser comme ça à faire des ponts géographiques, humains, non humains. Pour l'exposition Symbiosium 2, je présente 2 œuvres. La première, c'est tout un ensemble de pièces en verre et métal qui s'appelle les Nautiloïdes, qui a été fait avec le Centre international d'art verrier de Meisenthal. Ça a été un long projet avec beaucoup d'allers-retours. Je suis allée 7 fois là-bas. C'était la première fois que je déléguais quelque part mes mains. Moi, j'étais à côté en train d'essayer de trouver les formes qui me plaisent. Et ces pièces-là sont un peu comme une sorte de cité sous-marine qui peuvent autant évoquer des cnidaires que des bulles de respiration de plongeurs peut-être. Ça fait référence aussi aux cités spéculatives des années 70 où on imaginait pouvoir peut-être un jour vivre sous l'eau, un peu comme à la Cousteau, aux Rougeries. Voilà. C'est tout un univers un peu rétro-futuriste, moi, qui me plaît beaucoup. C'est que des sous-marins avec des hélices de verre aussi, et au milieu de tout ça, il y a quand même 2 habitations closes. C'est à différentes hauteurs, ça flotte dans l'espace. Il y a un côté maquette aussi, que j'aime beaucoup, qui invite à se projeter comme si c'était peut-être un plan pour l'avenir, quand la montée des eaux aura tout englouti. Il y avait vraiment ce simulacre de maquette de cité. Ça me fait penser aussi à des récits dystopiques sur le futur et les riches qui peuvent se permettre de vivre sous l'eau parce que la pollution de l'air est tellement grave, la rareté des ressources. Et ensuite, il y a une pièce en céramique noire qui s'appelle Triton, qui fait partie aussi de toute une série que j'avais développée autour de la vie dans les abysses. Parce qu'on connaît aussi très très mal, tout simplement pour des raisons d'accessibilité, toutes les fumeurs noirs et toute la vie qui se développe au niveau des failles. Et en fait, c'est super intéressant parce que déjà, les premières briques élémentaires de la vie proviennent, et maintenant ça fait consensus, de cette activité géothermale qui dégage plein de gaz. Et avec toute cette chimie, en fait, la vie arrive à naître malgré le froid, malgré le noir, malgré la pression. J'avais rencontré une scientifique qui travaillait sur les moules des abysses à la station océanographique de Roscoff. Et donc je crois qu'il y avait eu un premier déclic en échangeant avec cette scientifique qui s'appelle Camille Thomas-Bull. Et ça faisait aussi écho dans ma pratique de la céramique, parce que la terre, c'est un matériau minéral qui est mouillé, qui est plein d'eau, et par la transformation de la chaleur, de la cuisson, d'un seul coup, il va devenir quelque chose de plus organique, de plus vivant. Et donc, j'ai l'impression que finalement, ce qui se passe à des milliers de kilomètres sous la surface, c'est peut-être ce qui se passe aussi entre mes mains à l'atelier, transformer de la terre brute en des formes. J'ai un tropisme total pour la métamorphose, pour la projection vers le non-humain. Un tropisme très clair pour tout ce qui touche à la métamorphose et d'une certaine manière nous rappeler à nos origines aquatiques, que ce soit en évoquant les tritons et tout ce changement de l'aquatico-terrestre il y a 400 millions d'années. Un tropisme très clair pour tout ce qui touche à la métamorphose et d'une certaine manière nous rappeler à nos origines aquatiques, que ce soit en évoquant les tritons et tout ce changement de l'aquatico-terrestre il y a 400 millions d'années, en parlant des abats de surpêche et de ce qu'on rejette à la mer, qu'on considère comme ayant peu d'intérêt, mais pourtant d'un seul coup qui se métamorphose en matériel sportif pour pouvoir à son tour devenir poisson aussi, avec des sacs à dos branchis, des yeux de poisson, des palmes nageoires. Voilà, donc il y a souvent des jeux, ou avec les Bernard l'Ermite, des jeux de mise à l'échelle aussi, parce que souvent c'est à notre échelle, d'inviter les gens à se projeter avec cette carapace crustacée, avec ces palmes, avec ces tritons et ces chimères qui ramènent la mer au monde des terriens.
Je parle jamais du jeu dans mon travail, mais pourtant je pense qu'il y a quelque chose d'assez jouissif, de pouvoir se dire j'ai envie que ça existe, j'ai envie de cet objet que j'imagine puisse être réel. Et c'est vrai que la Terre et le volume et le dessin permettent de créer ces objets. Voilà. Est-ce que c'est pas ça l'art? Un des grands projets qui va m'occuper l'année prochaine et qui sortira normalement à l'automne 2026, c'est un livre avec les expéditions Under the Pole qui font de la science. Et là, eux, ils sont sur un grand projet autour des forêts animales. Donc les forêts animales, c'est des coraux de grande profondeur qui ne fonctionnent pas avec des algues en photosynthèse. Donc on les connaît très peu parce que c'est super inaccessible. Souvent, c'est entre 80 et 120 mètres. Et qui sont victimes du chalutage de manière dramatique. Donc avant même qu'on puisse les documenter et voir leur utilité, ils sont détruits. Donc des fois, c'est des forêts centenaires. Et on parle de forêt animale, donc c'est très très beau aussi comme image, tout simplement parce que ces coraux noirs et ces gorgones sont des animaux statiques, mais des animaux avec des squelettes. Donc ce livre-là, c'est un peu pour amener aussi au grand public ces questions-là et en même temps insuffler de la poésie, venir raconter d'une autre manière que la vidéo ou la photo. C'est un super chouette projet vraiment qui est à la lisière de plein de médiums et de plein de centres d'intérêt que j'ai.